On va continuer avec le premier chapitre qui est deuxième chapitre plutôt, qui est intitulé la euh, l'éthique, des notions générales sur l'éthique de la profession. Donc, on a parlé de la déontologie, de l'éthique, qu'est-ce que ça veut dire? La déontologie, le droit, le devoir, la responsabilité, la liberté et la structure d'éthique de l'éducation. Donc, on passe maintenant au bioéthique. Qu'est-ce que ça veut dire bioéthique? Donc, la bioéthique, c'est un domaine spécialisé de l'éthique. Donc, qui traite les problèmes rattachés à la naissance, à la mort, aux soins de santé, aux nouvelles technologies médicales, aux techniques de reproduction, à l'usage des drogues, aux greffes d'organes, au coût de la santé et aux droits de la santé. Donc, cette discipline, elle parle, donc on va parler de tout ce qu'on a dit comme exemple ici, avec des arrêtés ou bien des articles dans la loi algérienne qui fixent des articles pour l'usage du drogue, ou bien les techniques de reproduction, pour l'embryon, pour les femmes, pour aussi les droits de la santé, le coût, etc. On va parler en détail dans quelques exemples d'articles. Donc, elle s'applique à offrir des critères pour décerner en ces domaines, notamment sur la qualité de la vie, l'autonomie de la personne, le droit du malade de décider pour lui-même, aussi le droit et le devoir de se soigner et d'être soigné, euh, aussi l'usage des moyens proportionnés pour entretenir sa santé et sa vie. Donc, euh, ce mot, donc, on parle ici un peu d'historique. Le mot bioéthique est proposé par Porter en 1980, 1970. La discipline donc s'est vite structurée d'une façon autonome à partir de cette époque. Donc, elle est existait une éthique de la médecine. Vous savez que l'éthique, c'est-à-dire l'akhlaq. Et la déontologie, il y a l'akhlaq al-mihaniya, la différence entre les deux mots. Donc, ce qui est nouveau, c'est le caractère multidisciplinaire d'une recherche développée avec le concours du droit. Donc, la médecine, ou bien la biologie, la psychologie, la philosophie. Donc, ici, on va parler des dimensions d'éthique dans la démarche scientifique. On parle maintenant au principe d'éthique et déontologie du chercheur. L'éthique, c'est, on a dit, c'est quelque chose qui est lié au comportement humain. Chaque personne a ses éthiques et c'est selon leur comportement. La déontologie, c'est quelque chose qui est plus vaste, c'est l'éthique de la profession. C'est ça la déontologie. Donc ici, on parle de la déontologie des chercheurs. Donc, c'est quoi la déontologie d'un chercheur? Un chercheur doit avoir conscience des questions d'éthique. Il doit être conscient, il doit avoir des consciences des questions d'éthique. La première. Deuxièmement, c'est d'adhérer aux bonnes pratiques d'éthique, de respecter et adhérer les pratiques d'éthique. Troisièmement, il faut connaître la déontologie de base, l'intégrité. Donc, on trouve euh, des lois et euh, des circulaires, etc., qui parlent de la déontologie d'éthique, la déontologie du chercheur. Aussi, de pratiquer sa profession, les chercheurs, c'est nous, c'est les enseignants universitaires, ce sont des chercheurs. Donc, aussi, de pratiquer sa profession dans le respect d'une éthique des droits de l'homme et de la responsabilité du patrimoine naturel de l'humanité, bien sûr. Donc, aussi d'assumer dans tous les actes de la vie professionnelle la responsabilité vis-à-vis de l'institution, de la société et des générations futures, dans le respect de dispositifs législatifs et réglementaires. C'est-à-dire aussi comme le développement durable
pour les lois et les générations futures. Aussi pour l'éthique des chercheurs, bien la déontologie des chercheurs, il faut assumer ce qu'on fait comme mal responsabilité ou bien quelque chose qui, euh, qui a un impact sur l'institution ou bien l'université. Aussi, de s'engager à rester informé des textes législatifs et réglementaires associés. À chaque fois, là, on trouve donc des dispositifs bien législatifs comme des lois ou bien des décrets euh, qui règlent et qui donnent des réglementaires pour les chercheurs. Le chercheur doit assumer ou bien doit savoir, doit rester informé sur ces nouveaux actes, bien nouveaux réglementations législatives. Aussi, le chercheur doit s'engager à respecter la propriété intellectuelle et les règles d'éthique dans les publications et à prévenir et combattre le plagiat et le fraude scientifique. C'est-à-dire, لازم الإنسان يتحلى بأخلاقيات المهنة contre le plagiat, السرقة العلمية, etc. D'accord? Donc aussi, le chercheur doit conserver l'impartialité et l'indépendance dans les missions de recherche, d'évaluation, d'expertise, aussi de s'engager à déclarer sans délai tout conflit d'intérêts dans l'exercice des fonctions. Donc, il doit conserver l'impartialité et l'indépendance dans les missions. Aussi, pour être conscient, il faut euh, dans la recherche. Aussi, le chercheur doit s'engager à un comportement respectueux dans les relations de travail et à garder toute discrimination, harcèlement ou abus d'autorité, bien sûr. Donc aussi, il doit veiller à favoriser dans l'exercice des fonctions les formes de management et qui permettront une large coopération de tous les acteurs afin de donner du sens du travail de chacun et à l'innovation. C'est-à-dire, le chercheur, le scientifique chercheur doit avoir des coopérations entre les différents instituts pour pouvoir faire des recherches et euh, dans tous les acteurs, entre tous les acteurs. D'accord? Aussi, il doit s'engager à favoriser, dans la mesure du possible, la mutualisation, le partage et la diffusion des connaissances acquises. Bien sûr, c'est euh, les données scientifiques et les moyens de recherche. Donc, c'est le premier, donc, c'est la profession, c'est le respect de la profession qui doit être respecté pour s'engager à favoriser les données scientifiques, etc. Donc aussi, il doit s'engager à poursuivre la recherche de la vérité et à porter la plus grande attention à l'expression de l'esprit. C'est-à-dire, il faut, il faut avoir l'esprit critique et il faut respecter la déontologie dans l'usage des moyens de l'information et de la communication et aussi chercher la vérité des informations. Donc, euh, pour être honnête aussi, il faut être honnête. Aussi de refuser l'orientation des travaux et des recherches à des fins de violence. Et c'est clair, de destruction ou bien de mort. Aussi, le chercheur doit veiller à expliquer les choix, les résultats et les décisions scientifiques dans la plus grande transparence possible à l'égard des décideurs et des citoyens. Bien sûr, c'est lui qui explique donc les différents résultats et décisions scientifiques. Aussi, il ne faut jamais laisser les considérations de nationalité, de culture, de religion, de politique et d'avantages matériels détournent ses devoirs. Il faut être déontologique. Donc, aussi, il doit veiller à promouvoir le respect des rapports équitables entre les personnes humaines, à soutenir le développement des pays économiquement défavorisés, à respecter les savoirs des ethnies et des sociétés traditionnelles aussi,
donc aussi à compléter de manière continue les compétences professionnelles dans tous les domaines, des sciences technologiques, économiques, sociales ou bien humaines requises par l'exercice des fonctions. Donc, le chercheur, il faut que le chercheur fait ses promesses et librement et sur son honneur. Donc, c'est ça la déontologie du chercheur. On passe maintenant aux quelques exemples. On va parler quelques exemples des lois de bioéthique et limites éthiques de l'expérimentation. On va voir des aspects d'éthique liés aux droits des patients. Les patients et les malades donc ont plusieurs droits mentionnés dans quelques lois. Ici, on va parler des articles. Premier article qui parle des patients, donc qui donne l'article 387. Donc, aucun acte médical, aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient. Bien sûr, le patient doit signer et être conscient de, euh, ce que va faire, de ce que, de ce qu'il y a dans leur euh, donc il a la liberté d'accepter ou de refuser des les pratiques ou bien ce consentement donc peut être retiré à tout moment. Donc le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix. Alors, donc le consentement du mineur ou bien du majeur sous sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision aussi. Donc, toutefois, en cas d'urgence, de maladie contagieuse ou cas où la vie du patient serait gravement menacée, le prestataire doit prodiguer des soins et le cas échéant passer outre le consentement. C'est-à-dire, l'article, il fixe le droit du patient d'être le consentement euh, donc, la décision est pour le patient. Donc, c'est le premier article. Deuxième article, on va parler de dans la mesure où son état de santé l'exige, toute personne a le droit de recevoir les soins et les approprier et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des conséquences et des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, donc en l'état des connaissances médicales, donc lui faire courir des risques euh, euh, disproportionnés ou bien par rapport aux bénéfices estompés, etc. Donc toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Ici, on parle de quelques exemples d'autres articles. Chaque article fixe des dispositifs. Pour la déontologie, ici, on parle de l'article 392. Dans l'exercice de leur activité, les professionnels de santé doivent être guidés par des valeurs éthiques, notamment les principes de respect de la dignité de la personne, de l'honneur, de l'équité et de l'indépendance professionnelle ainsi que par les règles de déontologie. Donc ici, on a parlé de quelques exemples des actes de la AIA. Les articles, non, vous pouvez, on va parler après, mais si je on va parler, on va parler, etc. Donc, de la bioéthique. Donc, maintenant, on parle des dispositions relatives aux organes et aux tissus. Donc, on va parler ici
Donc, on va parler des dispositions relatives aux organes et aux tissus. On a parlé que la bioéthique, c'est-à-dire le, tout ce qui concerne la santé, euh, l'être humain comme l'état de santé, les devoirs et les droits pour par exemple pour l'embryon, aussi pour les problèmes de drogue, etc., etc. Ici, on va parler de quelques articles des dispositifs relatifs aux organes et aux tissus. Donc, dans l'article 404, les produits soumis aux dispositions du présent titre sont le sang humain et ses dérivés. Donc, les organes dont la moelle osseuse, les tissus ou autres produits autorisés par la présente loi. Donc, le présent titre n'est pas applicable à certains produits du corps, notamment les cheveux, les dents et les ongles. Donc, euh, donc, la loi qui a parlé des produits qui sont soumis à la disposition ici pour le sang humain, ils sont autorisés, mais d'autres produits ne sont pas autorisés par la loi, comme les cheveux, les dents et les ongles. Donc, ici, dans l'article 405, le prélèvement d'éléments du corps humain ainsi que la collecte de ces produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable exprès, c'est-à-dire donc libre et clair du donneur. Le donneur doit être conscient ou il, il doit avoir bien, il est libre d'être d'accord, d'être en accord avec euh, avec cette loi ou non. Il peut accepter ou ne pas accepter, refuser de donner du sang ou bien d'autres organes. D'accord. Le consentement du donneur peut être révoqué à tout moment. C'est-à-dire euh, il peut être accord ou bien désaccord. Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire c'est un préféré. Il peut préférer de ne pas donner quelque chose. L'article 406, l'information du public en faveur d'un don d'éléments et produits du corps humain est assurée par le ministre chargé de la Santé. Donc les institutions concernées consultées. Toutefois, la publicité en faveur d'un don d'éléments ou produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou bien d'un établissement ou organisme déterminé est interdite. C'est-à-dire, donc, le produit du corps humain est assuré par le ministre chargé de la Santé qui va acheter et donner l'accord pour cette transmission. D'accord. Donc l'article 407, le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ces produits en vue d'un don ne doit donner lieu à aucun paiement de quelque nature que ce soit. C'est-à-dire, elle doit être, n'est pas payée. D'accord. Le donneur donne et le récepteur accepte. Sans argent. Elle ne doit pas être payée. Aussi, l'article 408, il est interdit de dévoiler l'identité du donneur au receveur et l'identité du receveur au donneur. C'est-à-dire, donc, l'identité ne doit pas être donc, il est interdit de dévoiler l'identité de deux, des deux personnes, donneur ou bien receveur. Il est également aussi interdit de divulguer les informations permettant d'identifier à la fois le donneur d'un élément ou produit du corps humain et le receveur de celui-ci. Cette interdiction peut être levée en cas de nécessité thérapeutique et dans le cas où le donneur et le receveur sont apparentés. D'accord. Donc aussi, l'article
410. Le prélèvement des éléments du corps humain et la collecte de ces produits sont soumis à des procédures de traçabilité. Donc, ces lois ou bien ces articles sont fixés après l'avis des médecins. Et donc, ce sont des articles liés aux donneurs et récepteurs pour le prélèvement des, des organes. Donc, ici, dans l'article 413, le prélèvement d'organes en vue d'un don sur une personne vivante, mineure ou incapable est interdit. D'accord? Donc, quelques articles qui fixent le, le, les connaissances aussi ici, dans le cas où le médecin n'a pas connaissance de la volonté du défunt, il doit recueillir par tous les moyens le témoignage de sa famille aussi. D'accord? Ici, on parle ici aussi des aspects éthiques liés aux droits des donneurs de sang. On parle ici le donneur du sang. Premièrement, l'information du donneur en matière de don du sang donc, doit s'effectuer avant et pendant le prélèvement du sang. Donc, le don du sang doit être précédé d'un entretien médical avec le donneur. La, la restitution physique du donneur est obligatoire après chaque don de sang. Les dispositions présentes d'articles sont précises par des arrêtés du ministre chargé de la santé, bien sûr. Donc aussi, le donneur doit être âgé de 18 ans au moins et de 65 ans au plus, c'est-à-dire plus de moins de 18 et plus de 65, on ne peut pas donner du sang. Toutefois, les prélèvements de sang peuvent être effectués à tout âge pour des raisons thérapeutiques ou scientifiques. Donc, aucun prélèvement de sang ne peut être effectué sur des personnes dont la santé pourrait être altérée, bien sûr, par des prélèvements ou bien ou dont le sang pourrait transmettre des agents pathogènes. Bien sûr, il prend des analyses de ce sang avant de le transmettre aux autres personnes. Donc, ici, dans l'article 425, le groupe sanguin est obligatoirement inscrit sur le carnet de santé, sur la carte nationale d'identité et sur le permis de conduire. Voilà, c'est l'article qui fixe le groupage, donc qui est euh, mentionné dans toutes les cartes nationales, dans tous les documents de carte nationale, carnet de santé et le permis de conduire. Maintenant, on passe aux dispositions relatives à l'assistance médicale et à la procréation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'article 426 parle de l'assistance médicale et la procréation est une activité médicale qui, en cas d'infertilité avérée médicalement, permet la procréation en dehors du processus naturel. D'accord? Elle peut aussi avoir pour objet d'éviter de transmettre à l'enfant une maladie d'une particulière gravité. Elle consiste en des pratiques cliniques et biologiques qui permettent la stimulation et l'ovulation, la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique ayant un effet équivalent. Donc ici, quelques articles sur l'embryon, etc. On parle maintenant aux dispositions relatives à la recherche biomédicale. C'est-à-dire, la recherche biomédicale consiste à des essais sur l'être humain. D'accord? Et en vue de développer les connaissances biologiques et thérapeutiques et d'améliorer les pratiques médicales. Ces essais sont désignés par la présente loi sous le nom d'essais cliniques. La recherche biomédicale est soumise à autorisation du ministère chargé de la Santé après avis conforme du Comité national de bioéthique, bien sûr. Donc, une discussion à la recherche biomédicale pour avoir des résultats et les appliquer dans
les recherches scientifiques pour avoir et pour chercher, par exemple, euh, pour chercher, pour améliorer les recherches sur une maladie bien définie, pour avoir des symptômes, etc., pour la recherche scientifique. Donc, ici, on parle de l'article 437. Pour ce que l'essai clinique puisse être effectué, il faut notamment que les personnes soumises à la recherche aient donné leur consentement libre, exprès et éclairé, donc par écrit ou attesté par écrit, après avoir été informés notamment sur la nature et le but de l'essai, les risques et les inconforts et les bénéfices prévisibles, leur droit à une compensation en cas de dommages imputables à l'essai, donc leur liberté de retirer leur consentement à tout moment sans préjudice pour leur prise en charge thérapeutique. Bien sûr, et pour les patients qui veulent participer aux recherches scientifiques sur quelques maladies bien définies. Donc, le patient doit savoir la nature, le but de cet essai. Aussi, il a le droit d'accepter ou de refuser d'intégrer dans cette euh, recherche scientifique ou bien dans cette bioéthique euh, scientifique. D'accord? Ici, pour l'article 438, les essais cliniques sur les personnes mineures ou incapables sont interdits, bien sûr. Donc, sauf la dérogation du ministère chargé de la Santé. L'article 439, les modalités d'application de la présente section seront définies en tant que de besoin par voie réglementaire, bien sûr. Ici, il y a quelques dispositions pénales. Donc, la pénalité, donc les dispositions pénales en cas de contrevient aux dispositions, par exemple, ici, l'article 404, 440, quoi, quand, donc, contrevient aux dispositions de l'article 405 de la loi, donc qui est puni d'une peine d'emprisonnement de 5, de 5 ans. Ici, on parle de l'article 440. Donc, euh, l'article 405. L'article 405. Ah, 405, c'est quoi? Le prélèvement d'éléments du corps humain ainsi que la collecte de ces produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable exprès. C'est-à-dire, si on prend un collecte des produits, par exemple un élément du corps, et le donneur ne n'accepte pas, par exemple, etc. Donc, les dispositifs pénals, ici, donc, on parle ici, il y a une disposition pénale par la présente loi. Les gens qui font ça, ils sont punis d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 100 000 dinars. Donc, dinars algériens. Donc, ici, on trouve quelques dispositions pénales des articles. C'est ce qu'on a parlé avant, tous les articles. Leurs dispositions pénales. Ici, on parle du champ et domaine de la bioéthique. Le champ et les domaines de la bioéthique. C'est-à-dire, donc, premièrement, l'embryon, puisqu'on a parlé avant des champs et domaines de la bioéthique. On a dit que la bioéthique, c'est l'éthique de l'être humain. L'embryon, par exemple, l'insémination artificielle, ça veut dire l'insémination est une technique simple. Elle consiste pour l'essentiel à déposer de façon artificielle des spermatozoïdes préalablement préparés en laboratoire.
c'est-à-dire des أجنة. Donc كما نحكيو حنا في اللغة تاعنا في اللغة الحالية اللي نسميوه التلقيح الاصطناعي، أو هنا نحكيو على مجموعة دونك القوانين اللي تسمح بأنواع الأجنة، أنواع التلقيحات أو etc. Par exemple, l'insémination artificielle, c'est une technique simple. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'on fait? Elle consiste pour l'essentiel à déposer de façon artificielle des spermatozoïdes. Artificiels sont les spermatozoïdes sont préparés dans les laboratoires, d'accord? Donc préalablement préparés au laboratoire dans une cavité utérine ou au moment de l'ovulation. D'accord? Elle dit pour l'insémination artificielle. Deuxièmement, la fécondation in vitro. Donc, la fécondation in vitro, c'est-à-dire la fécondation du laboratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle consiste à réécrire le moment de la fécondation, ou bien la fusion de l'ovule, le spermatozoïde, à l'extérieur du corps, in vitro, c'est-à-dire laboratoire. On prend l'ovule et la spermatozoïde, on déroule au moment de l'ovulation, on fait la fécondation laboratoire à l'extérieur du corps, in vitro. Donc cette technique nécessite le prélèvement d'ovules et le spermatozoïde, la mise en contact dans un milieu de culture pour fécondation et le transfert des embryons dans l'utérus quelques jours plus tard. Donc, en raison des risques que comportement des grossesses multiples, de nombreux pays ont commencé à limiter le nombre d'embryons. Ici, le nombre d'embryons pouvant être transférés dans de multiples études s'intéressent aux chances de réussite avec le transfert d'un nombre limite d'embryons. Par exemple, certaines études ont démontré que le transfert d'un seul embryon engendre des taux de naissance vivante plus faibles que le transfert de deux embryons. Donc, c'est des recherches scientifiques ce qui concerne la fécondation in vitro. Ici, là, on parle de maturation in vitro. Qu'est-ce que ça veut dire la maturation in vitro? C'est une technique de fécondation qui consiste à prélever des ovules immatures, c'est-à-dire des ovules qui ne sont pas matures. Donc, des ovules immatures dans des ovaires, on le laboratoire. Il est amené à maturité en laboratoire. On les laisse en laboratoire in vitro pour compléter leur maturité, contrairement à la VIP, FIV classique. Cette technique permet d'obtenir plusieurs ovules pour fécondation sans avoir à recourir à la stimulation ovarienne. Donc, ici, maintenant, on parle de diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire ce diagnostic consiste en une analyse génétique de cellules prélevées sur un embryon issu de la fécondation in vitro avant son transfert dans l'utérus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des analyses génétiques avant ce transfert, avant de transférer l'embryon directement au laboratoire, avant de transférer dans l'utérus du maman. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des analyses génétiques. Alors, pourquoi on fait ces analyses génétiques? Il permet de détecter la présence de certaines maladies héréditaires. Il y a des maladies héréditaires ou génétiques, qui m'a la dystrophie musculaire, qui m'a l'hémophilie, qui m'a la fibrose kystique, etc. Donc, seuls les embryons sont anomalies, ils vont choisir les embryons, mais les maladies sont anomalies, sont transférés dans l'utérus. Les maladies l'utérus. D'accord? Donc, les autres sont détruits ou utilisés comme matériel de recherche. Les autres embryons, les confirment des maladies, etc. Ils vont les détruire ou bien, la recherche, ils vont faire des recherches scientifiques sur ces embryons. Donc, le DPI permet aussi d'identifier des embryons porteurs de certaines caractéristiques recherchées afin de ne transférer que ces derniers dans l'utérus.
Donc, à ne pas confondre avec les diagnostics prénatales. Donc, qui lui visent à détecter des infections graves in utero sur le fœtus. Donc, c'est donc quelque chose qui est génétique. Maintenant, on parle de la gestation pour autrui. C'est la GPA. Donc, la gestation pour autrui est le fait de porter un enfant dans le but de le remettre à une personne ou à un couple après sa naissance. Ça dit, c'est clair. Euh, c'est clair. Donc, les personnes qui poursuivent une grossesse pour autrui sont souvent appelées mères porteuses. Donc, elles n'ont cependant pas l'intention de devenir la mère de ses enfants. تأجير شو اسمه بالعربية تأجير الأرحام. Donc, des femmes acceptent de porter et تأجر الرحم تاعها pour un enfant. D'accord? Donc, pour le diagnostic prénatal, donc ce diagnostic est l'ensemble des pratiques médicales ayant pour but de détecter un utéro chez l'embryon ou le fœtus, une affection grave, anomalie génétique ou malformation congénitale par exemple, donc afin de donner aux futurs parents le choix d'interrompre ou non la grossesse. C'est-à-dire que c'est des analyses, ils font des analyses avant la fécondation. Donc chez les fœtus ou bien qui ont une affection grave, ou bien le pourcentage d'être ils ont des anomalies génétiques, les parents ont le droit de ne pas porter des enfants. La grossesse ou bien permettre une meilleure prise en charge médicale de la pathologie si la grossesse est poursuivie. D'accord? Ici maintenant, le bébé médicament. Et le bébé médicament, c'est quoi? On me dit le bébé double espoir. C'est le bébé double espoir. Donc, ce bébé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un enfant conçu à l'aide d'une sélection d'embryons avec un double diagnostic préimplantatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour qu'il soit indemne de la maladie génétique dont souffre un frère. Si on trouve un frère ou une sœur qui ont des maladies génétiques, le bébé le bébé médicament, il va donner donc il va être ما عندوش la maladie هذيك تاع الاخ تاعو. Donc il soit immunocompatible avec lui. يمدلو les corps humains pour باش يحارب هذاك وكأنه هذا لو بيبي يجيبوه وكأنه دواء للأخ تاعو. بيبي يسموه بيبي ميديكامون. D'accord? Il soit immunocompatible avec lui, ce qui peut permettre la guérison de l'enfant. De l'enfant avec les malades à l'aide de modification génétique de l'enfant à partir d'un prélèvement du sang du cordon, le حبل السري. D'accord? C'est mieux le bébé médicament, bien bébé double espoir. Ici, on parle maintenant du interruption médicale de grossesse, IMG. IMG, c'est-à-dire, elle se pratique lorsqu'un problème grave au niveau de l'enfant ou de la mère est détecté lors du triple test, examen sanguin dans le 14e semaine. Pour les gens d'une procédure PVC, c'est-à-dire prélèvement de pilosité choriale, bien normalement exécuté entre la 10e et la 13e semaine de grossesse. Donc, s'il y a un risque contre la maman ou bien le bébé, on trouve ici les interruptions donc, médicales. Alors, on a parlé ici de l'interruption. Donc, on a dit que s'il y a un, un risque sur la maman, sur la vie de la mère, donc ici,
également quand la vie de la mère est mise en danger par cette grossesse-là. Donc, on dit une interruption médicale de grossesse. Maintenant, on parle de l'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire l'avortement et l'expulsion et la mort provoquée avant terme de l'embryon ou de fœtus. Il peut y avoir des motivations non médicales. On parle alors d'interruption volontaire de grossesse, donc qui peut être pratiquée jusqu'à 12e semaine de grossesse, jusqu'à aussi le 14e semaine de grossesse. Donc, ici, on a terminé avec ce chapitre. On a parlé des différentes, on a pris quelques exemples des articles. On a parlé de l'éthique du chercheur, de la déontologie, aussi de l'éthique. Donc, à la prochaine, Inch'Allah, on va voir le troisième chapitre qui est le travail, les notions et les règles de travail, réglementation du travail.